Bonjour, bonsoir, aujourd'hui les développements limités en bref. Comme d'habitude, ce n'est toujours pas un cours, c'est une espèce de fiche récapitulative. Et comme d'habitude, c'est en trois parties. Dans un premier temps, les définitions et les propriétés. Ensuite, des développements usuels. Et enfin, comment faire des opérations sur les développements limités. Avant, j'aimerais resituer un peu l'utilité des développements limités. Alors en fait, ils viennent tout simplement du besoin, notamment en physique, de parfois simplifier l'expression d'une fonction. Par exemple, quand vous êtes en physique et que vous avez un pendule, voilà, un pendule qui est aussi, eh ben, vous avez des expressions avec par exemple des cosinus et des sinus qui interviennent dans vos forces, et c'est pas super pratique quand on veut faire des trucs, résoudre des équations différentielles en physique et qu'on veut rester assez simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va approximer nos fonctions par un polynôme en l'occurrence, qui va nous permettre de simplifier l'expression donc de la fonction et de résoudre facilement en l'occurrence une équation différentielle par exemple en physique. Mais voilà, c'est ça l'intérêt. Et donc les développements limités, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être la meilleure approximation polynomiale qu'on puisse faire d'une fonction en particulier. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec pas des développements limités, on va d'abord définir ce que c'est donc un petit o et un grand O. Alors un petit o, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes donc si on dit que f est un petit o de g en a, ça veut dire que en a on va avoir la limite de f de x sur g de x qui va être égale à 0, lorsque j'ai oublié de l'écrire, bien évidemment, lorsque x tend vers a. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g de x est beaucoup plus forte que f de x en a. En l'occurrence, quand je dis beaucoup plus forte, c'est-à-dire elle est vraiment, elle la domine. Si on les compare, f de x pèse rien à côté de g de x. Et on peut aussi définir ce qu'on appelle donc le grand O. Et le grand O, en fait, c'est juste lorsque la limite est finie. Voilà. Donc, en l'occurrence, si vous êtes un petit O de g de x, vous êtes aussi un grand O de g de x. Mais c'est un détail et ce sera utile plus tard. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se placer sur i, un intervalle. Et a qui va être dans l'adhérence de i. Alors, l'adhérence de i, c'est pas compliqué. C'est juste tous les points qu'on peut atteindre depuis i, en fait. Si vous voulez, c'est toutes les bordures de i qui sont incluses dans i. Donc l'ensemble des points, quoi. Par exemple, si vous considérez une boule ouverte, c'est-à-dire que vous prenez la boule, mais pas la frontière de la boule, pas la surface, bah, si vous prenez l'adhérence, vous aurez la surface en plus de la boule. Voilà. Donc on va prendre un entier n et on va dire que f admet un développement limité, donc un dl, en a, à l'ordre n, lorsqu'il existe n plus 1 scalaire, tel que f de x soit égal donc à cette somme. Alors c'est une somme toute bête, c'est juste que du coup on va avoir la somme pour k allant de 0 à n, des ak, nos scalaires, fois x moins a exposant k, plus justement, c'est là que le petit o est utile, puisqu'il doit être présent dans la notation, plus un petit o de x moins a exposant n lorsque x tend vers a. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, c'est juste pour que tout se passe correctement, qu'on ait bien un polynôme à la fin, mais x moins a pour qu'il soit bien centré au niveau des racines. Et on a le petit facteur ak qui sert à ajuster votre polynôme. Donc rien de bien compliqué en fait, c'est juste pour que ça fonctionne, on met comme ça. Voilà, et attention, il faut bien noter que c'est un développement limité en A, c'est-à-dire que c'est une notion locale à la base. On ne peut pas faire un développement limité sur tout un intervalle, on se place en un point. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on se place en 0. Voilà, c'est une définition locale. Et maintenant, si on a f qui est défini en A, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une équivalence en fait si vous possédez un développement limité à l'ordre 0 en A, c'est-à-dire si en A vous êtes égal à une constante plus quelque chose qui est un petit o de 1, eh bien alors vous avez, c'est le cas si et seulement si f possède une limite finie en A. Voilà, c'est exactement ce que j'écris en dessous. Ainsi, f possède un développement limité à l'ordre 0 en A, si et seulement si f est continu en A, alors f de x égale f de a plus un petit o de 1. Voilà, rien de bien méchant. Et en fait, d'où ça vient du fait qu'à chaque fois qu'on écrit un petit o, c'est derrière, il y a des limites qui se cachent. Donc c'est pour ça qu'on a des trucs qui vont se rapporter à la continuité, à la dérivabilité, à être dérivable plusieurs fois, ce genre de choses. Maintenant, si f n'est pas défini en A, donc si vous êtes défini autour de A, donc sur un voisinage de A mais pas en A, eh bien si, f va posséder un développement limité d'ordre 0 en A, si et seulement si f est prolongeable par continuité en A, auquel cas f de x va s'écrire en termes de développement limité comme
f tilde de a, où f tilde c'est le prolongement par continuité, plus un petit taux de 1 lorsque x tend vers a, voilà. Le petit taux de 1, pour rappel, il vient du fait qu'on écrit en fait x moins a exposant 0, et donc ça fait 1 quand on met quelque chose exposant 0. Voilà, maintenant si f est défini en a, on va voir le fait que f possède un développement limité à l'ordre 1, si et seulement si f est dérivable en a, et auquel cas on va avoir quelque chose qu'on reconnaît, hein, c'est-à-dire que f de x égale f de a plus f' de a facteur de x moins a plus le petit taux. Et ça c'est l'équation de la tangente. Et justement une tangente en fait c'est une droite, et c'est entre guillemets, bah oui c'est un polynôme d'ordre 1. Là où tout à l'heure quand on avait juste la continuité, en fait on avait un polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire une constante. Bah là on a une droite en plus, voilà, normalement vous reconnaissez l'équation de la tangente. Et voilà, c'est tout. Et justement, si vous voulez le montrer, en fait, pour faire la démonstration, donc il faut montrer les deux, hein, donc il faut montrer dans un sens et dans l'autre. Mais basiquement, vous pouvez vous placer, donc si vous avez votre petit taux, ça veut dire que vous avez, si vous avez un petit taux de x moins a, vous avez un petit taux de 1. Donc si vous mettez alpha et si vous mettez un bêta, donc votre alpha va valoir f de a, puisque vous êtes continu. Et après, vous faites f de x moins f de a, ça va être égal à f' de a facteur de x moins a, donc vous divisez plus le petit taux, vous divisez par x moins a, donc vous aurez f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a plus un petit taux. Ça veut dire en gros, après, quand il y a encore juste une ligne de rédaction, et ça veut dire que vous êtes égal à votre dérivée. Et tout va bien. Maintenant, si f possède un dl à l'ordre n en a, alors donc je l'écris tel que f de x soit comme la somme pour qu'allant de 0 à n, dAk, etc., etc. Alors pour tout p, f possède un développement limité à l'ordre p en a, donné par f de x. Du coup, maintenant, c'est la somme de k allant de 0 à p. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un développement limité à l'ordre 10, vous avez aussi un développement limité à l'ordre 7. En fait, il faut juste restreindre votre grand développement limité pour obtenir le plus petit, celui qui a moins de précision en fait. Voilà, c'est vraiment le qui peut le plus, peut le moins, mais c'est pour des fonctions. Donc voilà, c'est un peu brut en écriture, mais ça se comprend très bien. Et un exemple d'utilisation, par exemple, c'est, on va définir f, une fonction qui a x associé. X carré si x est un rationnel, et moins x carré si x est irrationnel. Dans ce cas, on va s'intéresser à f en 0, donc on va avoir f de x qui va être un grand taux de x carré lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire c'est un petit taux de x lorsque x tend vers 0, et donc ça veut dire qu'on peut écrire 0 plus 0 fois x moins 0 plus le petit taux, et donc ça veut dire que votre fonction va être continue et dérivable en 0, alors de dérivée nulle, mais c'est un détail, et on peut montrer de la même manière que c'est pas le cas lorsque x est différent de 0, c'est-à-dire que votre fonction sera ni continue ni dérivable. Maintenant, si f a un développement limité à l'ordre n, il est unique. Voilà, ça c'est très important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez deux développements, un où vous avez des AK et l'autre où vous avez des BK, et bien alors pour tout cas, vous aurez AK qui est égal à BK. Voilà, c'est un peu long à montrer, mais ça se fait. Maintenant, si f a un DL à l'ordre n en A, alors si f est pair, c'est-à-dire une fonction est paire lorsque, alors je vais l'écrire juste en dessous, f pair c'est équivalent à, pour tout x dans votre intervalle, f de x est égal à f de moins x. Et après on a pareil, f est impair. Alors c'est sous l'hypothèse que votre intervalle il soit symétrique autour de 0, hein, c'est-à-dire qu'on puisse considérer moins x, et qu'il soit encore dans l'intervalle. Vous aurez f de x qui sera égal à moins f de moins x. Une fonction paire par exemple, c'est la fonction qui a x associé x carré, elle est paire. Et une fonction impaire, c'est par exemple x cube, elle est impaire. Puisque si vous faites moins x le tout au cube, vous aurez moins x cube. Bref, maintenant que ça c'est dit, donc si f est paire, alors on va voir le fait que tous les termes en fait qui sont impairs dans votre développement limité vont être égaux à 0. Et de même, si f est impair, ça va être les termes pairs qui vont être égaux à 0. Pourquoi? Alors c'est tout simplement, mais ça vient justement du fait que du coup ce soit une approximation polynomiale. Et du coup, si f est pair, alors tous les termes qui sont en x cube, x5, x7, tous les termes qui pourraient donner de l'imparité, ils doivent être égaux à 0. Et avec le même raisonnement, quand f est impair, tous les termes qui pourraient donner de la parité, c'est-à-dire x carré, x4, etc., doivent être égaux à 0. Maintenant, on passe à la deuxième partie avec d'abord un théorème très important, le théorème de la formule de Taylor-Young, qui nous dit que si f est une fonction de classe Cn, Cn, qu'est-ce que c'est une fonction de classe Cn? C'est une fonction qui est n fois dérivable et sa dérivée nème est continue. Donc si on est de classe Cn sur i, un intervalle, et si a est dans cet intervalle,
alors en fait on a une expression du développement limité, mais une expression explicite justement. C'est-à-dire que f de x, ça va être égal donc toujours à la somme pour k lambda 0 n. X moins a exposant k, c'est normal. Sauf que du coup, on a le coefficient ak qui vaut 1 sur k factoriel fois la dérivée km évaluée en a. Plus après, on a le petit o. Par contre, il faut bien faire attention, c'est une condition suffisante seulement. Elle n'est pas du tout nécessaire. On peut avoir un développement sans être de classe Cn. On le verra juste après. Mais voilà, donc c'est un peu brut comme formule, mais il faut la retenir, elle est très importante, puisqu'elle permet du coup d'obtenir le développement limité de n'importe quelle fonction dérivable n fois. Maintenant, donc des développements limités usuels, donc on a le développement d'exponentielle. Alors, je ne sais pas pourquoi il manque, ici c'est un k factoriel. Donc, pour exponentielle, c'est juste la somme des xk sur k factoriel. Rien de bien méchant, mais c'est important de connaître ce développement limité parce qu'il revient dans certains trucs où on ne l'attend pas forcément. Et en fait, on voit qu'on a une somme, par exemple, de x, oui. Donc, on voit qu'on a 1 plus x sur 1 plus x au carré sur 2 plus x au cube sur 6, etc. etc. On voit qu'on a cette somme-là. On se rend compte qu'en fait, c'est une exponentielle et du coup, ça permet de montrer que notre somme converge et qu'elle vaut quelque chose et tout, et c'est très bien. Par exemple, alors vous pouvez trouver une vidéo où il y a un moment, c'est ça qui est utilisé. Alors j'essaie de me souvenir du titre, c'est une vidéo de Numberphile, je crois, oui, avec Triblow and Brown, où, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un problème de probabilité, et à un moment, il se trouve à sommer des probabilités, et ces probabilités prennent la forme de volume, d'hypersphère. Bref, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est qu'en tout cas, ça prend la forme d'une somme qui est en fait une exponentielle, et donc ça permet du coup de calculer la probabilité totale, puisqu'on dit c'est juste exponentielle de machin, et puis tout va bien après. Maintenant, donc on a aussi le développement. Alors je vais passer très vite sur cela, de CH, donc le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Ce qu'il faut voir pour le cosinus hyperbolique, c'est qu'en fait, on prend le développement d'exponentielle et on garde juste les termes pairs, puisque sinus hyperbolique est une fonction paire, et qu'elle est définie par exponentielle, blablabla. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend les termes pairs du développement d'exponentielle. Et au niveau du petit o, on peut même le prolonger en un grand o, si on veut vraiment, pousser bien loin. Et pour SH, du coup, c'est donc sinus hyperbolique. Ça va être les termes impairs qu'on va prendre, toujours avec la factorielle en bas. Maintenant, quand on va s'intéresser au cosinus et au sinus, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on reprend les développements des fonctions hyperboliques, mais on ajoute juste un moins 1 exposant k qui va faire alterner pour que les termes se compensent. Ça va retirer entre guillemets le côté hyperbolique des fonctions, et donc on va se trouver avec le cosinus traditionnel et le sinus traditionnel. Après, pour tangente, il n'y a pas de formule explicite. Enfin, il y en a une, mais elle utilise des trucs un peu space. Ça utilise genre les nombres de Bernoulli et tout. C'est des trucs qu'on ne voit pas en première année, peut-être pas en deuxième année. Je pense même qu'on ne les voit pas en deuxième année. Et c'est des trucs... bref, c'est overkill en gros de connaître la formule de tangente. Il faut connaître x plus x cube sur 3. Voilà. Après, si on veut vraiment pousser, on peut connaître 2x5 sur 15. Et pas besoin d'aller beaucoup plus loin après. Après, on a le développement donc limité de 1 sur 1 moins x, qui est très simple. Pour le coup, c'est juste la somme des xk. Et pour 1 sur 1 plus x, c'est pareil, sauf qu'on rajoute un moins 1 exposant k. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on va faire le développement limité d'un truc qui s'écrit 1 sur 1 plus x, on va le réécrire pour écrire 1 sur 1 moins x. Comme ça, ça évite de faire des erreurs de calcul un peu bêtes en oubliant de mettre les trucs correctement. Pareil, lorsqu'on fait le développement limité du logarithme de 1 plus x, il faut mettre le moins 1 exposant k plus 1, c'est un peu rébarbatif et c'est un peu lourd, donc on va le mettre sous la forme du logarithme de 1 moins x qui lui s'écrit moins la somme des xk sur k. Voilà. Enfin, on a celui de 1 plus x, le tout exposant alpha, qui s'écrit, alors pour celui-là il faut juste connaître les premiers termes, après ça vient tout seul, ça s'écrit 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 x carré. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à alpha fois alpha moins 1 fois machin machin, jusqu'à fois alpha moins n moins 1 sur n factoriel, fois x exposant n.
Voilà. Alors j'ai vu une écriture avec le coefficient binomial, mais c'est risqué parce qu'on peut s'embrouiller, parce que normalement le coefficient binomial on l'utilise juste pour des entiers. Voilà, ensuite on a du coup 1 sur 1 moins x le tout au carré. Donc celui-là, je l'ai mis parce qu'il est vraiment simple, il n'est pas forcément à connaître, c'est la somme des k plus 1 xk. Voilà. Et il y en a encore, parce que pourquoi pas, on a arctangente de x, donc lui c'est moins 1 exposant k fois x de k plus 1 sur 2k plus 1. Celui-là, pour s'en souvenir, vous vous souvenez juste que c'est des 2k plus 1 sur 2k plus 1, et vous mettez le moins 1. Parce que il vient tout simplement de arctangente hyperbolique, qui lui du coup est 2k plus 1 sur 2k plus 1, littéralement. C'est x exposant 2k plus 1 sur 2k plus 1. Enfin, lorsqu'on veut obtenir le développement limité de arcsinus et de arccos, on n'a pas des expressions explicites. On peut les faire sous la forme d'une intégrale d'un développement limité. Puisque, si vous le savez peut-être, arcsinus, ça s'écrit comme une intégrale. On peut l'exprimer comme une intégrale, en l'occurrence celle de 1 sur racine de 1 moins x au carré, et pour arcosinus aussi. Donc, si on peut aussi intégrer les développements limités. Donc, si vous intégrez le développement limité de 1 sur racine de 1 moins x au carré, vous obtiendrez arcsinus, puisque c'est la dérivée en fait de arcsinus, c'est tout. Et pareil pour arcosinus en mettant juste un moins en bonus. Voilà. Et pour l'argument du sinus hyperbolique ou l'argument du cosinus hyperbolique, c'est 1 sur racine de x carré plus ou moins 1, voilà, parce qu'encore une fois, ça c'est la dérivée de arcsinus hyperbolique ou cosinus hyperbolique. Voilà, dernière partie. Donc si vous avez deux fonctions f et g qui possèdent un développement limité à l'ordre n en a, alors vous pouvez faire en gros des combinaisons linéaires de f et g et ils auront encore un développement limité à l'ordre n en a, qui du coup s'écrira lambda fois le développement limité de f plus le développement limité de g. De même, f fois g possède aussi un développement limité. Voilà, alors pour le coup, il faut bien faire attention, puisque si vous faites un développement limité, par exemple, si f a un développement limité à l'ordre 3 et g à l'ordre 4, le résultat sera un développement limité à l'ordre 3. Et même si les deux sont au même ordre, mais le problème c'est que, et vous le voyez en fait, quand vous multipliez des polynômes, vous obtenez quelque chose de degré supérieur. Donc vous pourriez penser, comme vous avez des trucs qui vont être, par exemple, si, admettons que f et g et chacun a un développement limité à l'ordre 3, vous allez par exemple vous retrouver avec des termes qui s'écrivent x exposant 4. Et vous pourrez penser peut-être qu'il faut les laisser. Non, il ne faut pas les laisser, puisque c'est faux, tout simplement. Il ne faut pas mettre les trucs qui sont de degré supérieur à l'ordre d'origine. Voilà, c'est la petite parenthèse, parce que c'est un peu trompeur des fois quand on n'est pas bien concentré et qu'on fait les développements limités de produits. Voilà, maintenant si f possède un développement limité en a et une limite non nulle, en a toujours, alors on va avoir le fait que 1 sur f possède aussi un développement limité. En général, du coup, on va l'écrire comme 1 sur 1 moins x, et puis on fait avec la formule d'avant. Et enfin, avec les hypothèses précédentes, du coup, g sur f possède aussi un développement limité. Maintenant, si on prend f qui est continu sur i et a à un point de cet intervalle, si f possède un développement limité en a à l'ordre n, et si grand f est une primitive de f, alors grand f possède un développement limité, mais qui est à l'ordre n plus 1 en a, qui va être donné du coup par f de x, grand f de x égale grand f de a, plus, et là c'est pareil, c'est le développement limité de f, mais on a un peu ajusté, en divisant par k plus 1 et en augmentant l'exposant de 1. Alors ça en fait vous le voyez, hein. Si vous prenez ça et que vous le dérivez, comme c'est une somme, ça se dérive très bien, vous allez avoir le f de a qui va partir. Ici vous allez vous retrouver avec du coup, comme vous avez k plus 1, k plus 1 va descendre pour ici, donc vous avez les k plus 1 qui vont s'annuler, donc vous aurez juste ak fois x moins a. Je suis en train de réfléchir, il y a pour A0, oui pour A0 ça ira très bien. Et donc voilà, si vous dérivez, vous voyez que vous retombez sur le développement limité de f de x. Et donc on peut intégrer des développements limités, puisque c'est juste des polynômes au final. Voilà. Mais l'avantage c'est que ça fonctionne correctement. Enfin, donc les utilisations des développements limités, voilà, petite parenthèse à la fin. À quoi ça sert donc? Ça sert à avoir une limite, lorsque donc, on a une formule indéterminée ou quoi que ce soit, ou un équivalent. Un équivalent c'est... f est équivalent g si on peut écrire f égale g plus un petit o de g.
Enfin, on a la position par rapport à la tangente. J'ai dit peut-être une erreur, c'est un petit taux de 1. Oui, je crois. Oui, je crois que c'est un petit taux de 1. Bon, bref, c'est pas important. La définition d'un équivalent, c'est si la limite, voilà, la définition rigoureuse, c'est limite de f sur g lorsque x tend vers a est égal à 1. Voilà. Enfin, lorsque vous voulez donc avoir la position par rapport à la tangente, puisque comme on l'a vu, on avait vu qu'il y avait l'équation de la tangente, et donc après on peut voir avec les termes suivants pour voir si on est au-dessus ou en dessous de la tangente, ou éventuellement si ça aussi autour de la tangente. La nature d'un point critique, qu'est-ce que c'est? C'est un point où votre dérivée s'annule, ou aussi on peut l'étendre, un point où votre gradient s'annule. Le gradient c'est juste la dérivée pour quand on a plusieurs variables. Et la nature d'une série, puisque comme je vous l'ai dit, parfois on a une série, même souvent on a des séries qui se posent comme ça sur nos feuilles, et si vous reconnaissez que c'est le développement limité d'une fonction que vous connaissez, ben vous pouvez dire je reconnais ça, c'est le développement limité de telle fonction en tel point, et donc déjà ça converge et ça vaut tant, et etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le développement limité. C'est un outil très utile, voilà. Et par contre, c'est aussi très facile de se tromper, voilà, de faire des erreurs de calcul, etc. Donc, autant la théorie est assez courte, mais c'est dans la pratique où il faut faire beaucoup de calculs pour après être bon au développement limité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. On se retrouve la prochaine fois pour de la physique. Et je sais pas ce que je vais faire, puisque voilà, petit à petit, quand même, je suis à court de sujets intéressants à faire. Et j'ai pas envie de vous parler de thermodynamique. Mais je sens qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver et je vais être obligé de parler de thermodynamique. Et j'ai pas envie de parler de thermodynamique. Voilà. Sur ce, c'était Adam. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!